Monsieur le maire de Metz, monsieur le directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour ce colloque international consacré à Jacques-François Blondel. Il est l'une des très grandes figures de l'architecture française, de celles dont l'influence touche plusieurs générations et traverse les frontières. Et pourtant, à la différence d'autres grandes figures de l'Ancien Régime, tels que Soufflot, l'architecte du Panthéon, ou Les Mansart, architecte du roi, il reste méconnu du public et aucune exposition d'envergure ne lui avait encore été consacrée. La ville de Metz, l'école d'architecture de Nancy et la Cité de l'architecture et du patrimoine ont donc construit un partenariat autour de 3 temps forts qui sont à la fois indissociables et complémentaires. Le premier, au cœur de ce dispositif, c'est une exposition monographique qui s'intitule « Blondel, architecte des Lumières », organisée par la ville de Metz et qui se tiendra du 12 avril prochain jusqu'en juillet. En amont, notre colloque d'aujourd'hui, dédié à l'enseignement de Jacques-François Blondel, la dernière leçon de l'architecture à la française. Et enfin, dernier point de ce partenariat, une exposition dossier qui se tiendra à la Cité de l'Architecture, qui s'intitule « Architecture et pouvoir, un portail pour la cathédrale de Metz ». Elle se tiendra donc à partir du 28 mars prochain, en parallèle et en écho à l'exposition principale qui se tient à Metz. L'exposition qu'organise la ville de Metz fera date. Elle couvrira l'ensemble de la carrière de l'architecte et permettra de le resituer dans son temps. Elle permettra de découvrir ou de redécouvrir ses projets et son œuvre bâtie, dont le chef-d'œuvre est sans conteste la place d'Armes de Metz. Son commissariat est assuré par Aurélien Davrius, qui a consacré sa thèse à Jacques-François Blondel et est maître assistant à l'école d'architecture de Paris-Malaquais, ainsi que par Joseph Abraham, professeur émérite à l'école d'architecture de Nancy. Leurs travaux scientifiques ont apporté de nouvelles connaissances et développé de nouvelles perspectives sur la personnalité et la carrière de l'architecte, ce que mettra pleinement en relief cette exposition. L'œuvre bâtie de Jacques-François Blondel fait partie de notre patrimoine national. Cette première monographie s'inscrit, et je pense que vous nous le direz, monsieur le maire, dans la politique de valorisation du patrimoine de la ville que vous menez depuis de nombreuses années. Je tiens à vous remercier, monsieur le maire, d'avoir pris l'initiative de cette exposition et de vous dire combien ce partenariat avec votre ville et monsieur le directeur de l'école d'architecture, avec l'école, nous tient à cœur. En effet, la Cité de l'architecture et du patrimoine a bien sûr pour mission de sensibiliser le plus largement possible à l'architecture et de contribuer à la diffusion des connaissances. Mais la figure et l'œuvre de Jacques-François Blondel touche également de multiples thématiques que la Cité investit d'une manière plus générale, celle de la création et de ses modèles, celle de l'histoire et de la transmission, celle de la formation des architectes ou encore celle du patrimoine et de ses enjeux. Notre journée est consacrée à l'activité d'enseignant de Jacques-François Blondel et permettra de revenir sur son apport théorique et pratique à la discipline architecturale en France comme à l'étranger. Ce colloque a été organisé par Jean-Marc Hoffmann, adjoint au conservateur de la Galerie des Moulages à la Cité de l'Architecture, et Aurélien Davrius. Je les remercie tous deux chaleureusement. Jacques-François Blondel ouvre dès 1739 la première école privée d'architecture en Europe, et puis à partir de 1755 est nommé académicien puis professeur à l'Académie royale d'architecture. Ses écrits sont célèbres, contribuent par leur diffusion à la formation des jeunes architectes, mais aussi des commanditaires de son temps. Son cours d'architecture sera réédité à de multiples reprises et figure parmi les manuels de référence de l'enseignement dispensé à l'École des Beaux-Arts tout au long du XIXe et même jusqu'au début du XXe siècle, aux côtés d'autres grands manuels tels que ceux de Jean-Nicolas Louis Durand ou encore, beaucoup plus tard, celui de Julien Gadet. L'Académie d'architecture vient de rééditer d'ailleurs le Grand Blondel dans son intégralité et je remercie Jean-Marie Pérouse de Monclos qui nous fait l'honneur cet après-midi de nous le présenter. De nombreux architectes réputés ont été formés par Jacques-François Blondel, qu'il s'agisse de François-Joseph Bélanger ou encore d'Étienne Louis Boulet
ou de Brognard, ou encore de Victor Louis. Et ce que nous verrons aujourd'hui plus particulièrement et plus notablement, c'est l'importance de son influence internationale. De nombreuses interventions, en effet, seront consacrées à la diffusion de ses idées en Angleterre, en Espagne ou encore au Canada. Grand théoricien, Jacques-François Blondel défend l'architecture classique à la française et il contribue, après l'effervescence rocaille, à remettre au goût du jour l'architecture du grand siècle. Ces modèles, vous le savez, sont ceux du château de Maison de François Mansart ou encore la porte Saint-Denis par François Blondel et puis bien sûr la colonnade du Louvre par Claude Perrault. Mais dans son enseignement, l'esprit compte davantage que la lettre. Et il s'agit de tirer des chefs-d'œuvre du passé les leçons et une inspiration pour la création de son temps. Et c'est bien cette réflexion sur la modernité et sur son rapport à la tradition qui résonne particulièrement pour une institution comme la nôtre. Le musée des monuments français, qui à l'origine était musée de sculptures comparées, ne fut-il pas créé en 1882, à la fois pour transmettre un savoir, un héritage, une connaissance, celle de l'architecture médiévale, mais aussi d'une certaine manière comme un grand recueil de modèles, à l'image des modèles que Blondel va enseigner, un grand recueil de modèles sur l'architecture médiévale en l'occurrence, dont pouvaient s'inspirer non dans la lettre mais bien dans l'esprit les architectes et les créateurs de son siècle. D'ailleurs, d'une certaine manière, contribuer à l'enseignement par l'enseignement de l'histoire à la création d'aujourd'hui reste toujours l'une des grandes ambitions en fait, de nos collections. D'autre part, le cours de Jacques-François Blondel fait écho à nos collections d'une autre manière, en fait. Lorsqu'il défend les qualités de composition ou d'ordonnancement ou encore de convenance qui prévalent dans l'architecture classique à la française, il réaffirme au fond l'importance d'une architecture raisonnée, c'est-à-dire qui soit gouvernée par la raison d'usage notamment, qui dicte la composition, mais aussi la belle ordonnance de la façade qui doit, dans l'espace public, être en accord avec la finalité d'un bâtiment. Cette approche, en fait, de l'architecture raisonnée va trouver de multiples développements dans la pensée architecturale tout au long du XIXe et largement dans le XXe siècle. On peut penser à l'emploi du métal chez Henri Labrouste à la Bibliothèque nationale ou encore à l'enseignement de Julien Gadet autour de la composition à la fin du XIXe siècle, mais encore dans le rationalisme structurel prôné par Viollet-le-Duc et qui est à l'origine de nos collections ici, ou encore au XXe siècle dans les travaux d'Auguste Perret, l'un des principaux architectes dont nous conservons les fonds d'archives, et qui, au XXe siècle, a transposé dans le béton armé les qualités de l'architecture classique. Donc, l'architecture à la française de Blondel trouve au fond de fortes résonances avec nos propres collections, mais aussi d'ailleurs avec l'enseignement dispensé par l'école de Chaillot à partir de 1887 en ses murs. L'école de Chaillot forme au patrimoine et à sa restauration. Et c'est bien la notion de patrimoine que nous allons développer dans le troisième volet de ce partenariat. L'exposition dossier qui se tiendra donc en mars prochain ici à la Cité de l'Architecture, consacrée au portail de la cathédrale de Metz, va aborder cette question plus largement. Le portail, en effet, a été élevé par Jacques-François Blondel. Cependant, il sera démonté et remplacé par un portail néogothique, jugé bien plus approprié, sous la direction de l'architecte allemand Thörnhoff à partir de 1874, donc à la fin du XIXe siècle. Cette restauration, je mets ça entre guillemets, de la cathédrale et de ses abords était l'un des projets majeurs en fait, de la période allemande. Mais l'histoire de cette réinterprétation nous invite à réfléchir à la portée, à la dimension politique et symbolique que revêt tout monument. Elle pose la question du nationalisme, mais aussi de l'instrumentalisation qui peut être faite du patrimoine. C'est un thème qui nous intéresse particulièrement aussi à la Cité de l'Architecture, dans la mesure où les collections en fait, du musée de sculpture comparée ont bien été fondées et ont bien été étroitement liées à la définition du patrimoine national dès l'origine. À l'issue de ce colloque, d'ailleurs, en fin de journée, je vous invite à une visite de la Galerie des Moulages, sous la direction de Jean-Marc Hoffmann, qui assure le commissariat de l'exposition dossier. Enfin, à propos d'enseignement, je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler que 2018 verra la célébration du cinquantenaire de mai 68, une date particulièrement importante du point de vue de l'enseignement de l'architecture, puisque, en l'occurrence, il s'agit là de la fin de l'enseignement d'architecture dispensée à l'École des Beaux-Arts.
et à la mise en place à la fois des écoles régionales et d'un nouvel enseignement. La Cité de l'Architecture et du Patrimoine consacrera en mai prochain, et c'est un peu dans la continuité de ce colloque, une exposition qui sera dédiée spécifiquement à ces transformations de l'enseignement en mai 68. D'une certaine manière, les deux colloques et expositions se répondent. Alors, en guise de conclusion, je tiens à remercier tous les intervenants qui vont, au cours de cette journée, nous faire part de leurs travaux. Je vous souhaite un franc succès sur les échanges et débats qui pourront avoir lieu lors de la journée. Il vous rappelle simplement ces deux dates, donc le 12 avril prochain à Metz, l'exposition Jacques-François Blondel, et le 28 mars à la Cité de l'Architecture, l'exposition dossier sur le portail de la cathédrale. Merci. Je passe la parole à Lorenzo Diez, directeur de l'École nationale d'architecture à Nancy. Merci, chère Corinne Bélier, pour ces mots qui montrent que des messages sont déjà passés. En effet, l'école d'architecture à Nancy, au cœur d'une région extrêmement fertile, qui est la région du Grand Est, mais bien au-delà, évidemment, une grande région transfrontalière, au passage d'ailleurs, qui est la région transfrontalière d'Europe, la seule région Grand Est à pouvoir cumuler 4 pays transfrontaliers. C'est pas du tout dans le sujet, excusez-moi, mais je le dis quand même. Voilà, et on vit avec ça. Cette situation est sûrement un des éléments de fertilité, et notamment dans le domaine de l'architecture, pour cette région, encore, je trouve, trop peu connue. Quel meilleur lieu que notre cité de l'architecture et du patrimoine pour ouvrir cette question de la dernière leçon d'architecture à la française. Quel meilleur endroit que ce lieu fantastique qui est une vitrine internationale de ce que fait la France en matière d'architecture et de ce qu'elle a fait pendant des siècles en termes d'innovation et de patrimoine. Quel meilleur endroit que de venir ici parler de la dernière leçon de Jacques-François Blondel, de cette dernière leçon de l'architecture à la française. Quel meilleur endroit qu'ici où se forment, Corinne Bélier l'a rappelé, se forment les architectes français, mais pas que, qui sont destinés à travailler, restaurer, mettre en valeur le patrimoine et en grande partie le patrimoine français avec des architectes en chef des monuments historiques. Et je salue la présence ici de Benjamin Mouton qui nous fait l'honneur de participer à ce colloque, et puis les architectes des bâtiments de France et beaucoup d'autres architectes qui se passionnent pour l'architecture française, l'architecture à la française, et qui œuvrent quotidiennement pour sa restauration et sa mise en valeur. Alors, quand Joseph Abraham est venu me voir à l'école pour me proposer ce projet magistral sur Jacques-François Blondel, j'allais dire, mon cœur s'est tout de suite mis à battre, parce que c'est cette question de la refondation de l'enseignement de l'architecture est au cœur de notre école. Elle est au cœur de notre école, ça a été rappelé en 68. L'année prochaine, ce seront les 50 ans de la fondation, je dirais, de l'enseignement voulu par André Malraux dans ce qu'on appelait les unités pédagogiques d'architecture. Et l'école de Nancy a eu la chance d'avoir un premier directeur, Jean-Pierre Éperon, qui est une personnalité qui, quelque part, a peut-être en poussant un peu les lignes, à ressusciter en tout cas l'esprit de Blondel dans cette école qui a vocation à travailler sur tout le territoire. Cette idée que dans les écoles d'architecture, un enseignement performant et pertinent qui permettrait à la France de continuer à produire, je dirais, excusez-moi, des architectes de très grande qualité, s'articule autour de personnes capables d'allier aussi bien la théorie, la pratique et l'enseignement. Et je crois que très vite, Jean-Pierre Éperon, qui est notre fondateur, a saisi la richesse et la puissance de Jacques-François Blondel et de la une forme de réinterrogation du legs de Jacques-François Blondel. C'est ce qui fait que aussi très vite, notre école d'architecture à Nancy, comme l'a rappelé Corinne Bélier,
s'est intéressé à la ville de Metz et je voudrais ici saluer une recherche fondatrice pour notre école qui s'est déroulée sur la ville de Metz avec Monsieur Cartal, un de nos enseignants malheureusement dont nous devons regretter la disparition récente et qui très tôt, dès la création de l'école, s'est intéressé à la ville de Metz comme, je dirais, véritable laboratoire d'innovation architecturale et urbanistique. Voilà, donc je dirais une histoire finalement de longue haleine avec la ville de Metz. Et merci, monsieur le maire, cher Dominique Gros, d'avoir aussi fait le pari avec nous de cette aventure Jacques-François Blondel, puisque Jacques-François Blondel a une de ses œuvres majeures à Metz. Jacques-François Blondel est un grand théoricien, praticien de l'architecture, et il a une résonance nationale, voire internationale. Donc pour nous, en tant que lieu d'enseignement et de recherche, réouvrir cette histoire de Jacques-François Blondel, la réouvrir avec vous, ville de Metz, était vraiment quelque chose qui était extrêmement fertile et riche de sens. Et voilà, c'est vrai que il y a des aventures qu'il faut saisir, et vous avez eu cette richesse d'accueillir favorablement cette initiative. Donc, comme l'a rappelé Corinne Bélier, trois éléments de ce dispositif, puisqu'aujourd'hui, vous l'avez compris, il faut créer la situation, les liens, les alliances et les fertilités. Donc, un premier colloque aujourd'hui, dernière leçon d'architecture à la française ici, on ne peut pas le faire ailleurs. L'exposition monographique sur le portail de la cathédrale, évidemment ici aussi, puisque c'est ici qu'on enseigne et qu'on forme les meilleurs architectes du patrimoine. Et puis l'exposition monographique sur Jacques-François Blondel et son chef-d'œuvre à Metz. Et on espère bien que vous serez très nombreux à venir, et puis surtout à relayer cette magnifique exposition pour que la ville de Metz soit parcourue pendant le printemps par beaucoup d'amoureux de l'architecture et de l'urbanisme, puisque cette ville est un magnifique lieu pour ceux qui aiment l'architecture et l'urbanisme. Il faut vraiment la parcourir, la savourer à plusieurs reprises. Voilà. Merci à tous et puis bonne journée d'études. Et donc je passe la parole maintenant à Dominique Gros, maire de la ville de Metz. Madame la directrice du Musée des Monuments Français, monsieur le directeur de l'école d'architecture à Nancy, monsieur Jean-Marc Hoffmann, monsieur Aurélien Davrius, je vais dire cher Aurélien, et cher monsieur Abraham, je suis très impressionné d'être ici, dans ce haut lieu de culture architecturale. La raison est toute simple, hein. J'ai mon bureau dans du Blondel, quoi. C'est là que je loge dans la journée, quand je ne suis pas en train d'œuvrer ailleurs. Et je dois dire que cette réflexion sur l'architecture, elle est extrêmement intéressante parce que l'architecture est aussi largement une forme d'expression du pouvoir. Et s'il y en a bien qui a bien compris ça, c'est Blondel à l'époque, puisqu'il s'agissait à Metz de montrer la présence française physiquement, de raser un peu toutes ces horreurs gothiques qui encombraient le pourtour de la cathédrale, de laisser une place où on puisse enfin faire une démonstration militaire. Elle s'appelle toujours d'ailleurs la place d'Armes, mais on continue à s'en servir pour ça. Et c'est donc, pour un élu, parler d'architecture, c'est parler de son boulot. Hein, parce qu'en réalité, on est en train toujours de faire de l'architecture et on en fait. Et finalement, c'est souvent à ce qu'on a laissé en matière architecturale qu'on repère tel ou tel personnage de l'histoire. Enfin, de l'histoire locale, hein, bien. Mais quelquefois, ce sont des modes européennes. On a souvent, d'ailleurs, nous, à Metz, on est une ville, croit-on, franco-allemande. Non, on est une ville qui a été occupée par l'Allemagne pendant 48 ans, et puis une deuxième fois pendant 5 ans. Mais on est une ville de l'espace francophone qui était dans le Saint-Empire romain germanique. C'est compliqué à expliquer des Parisiens, mais il faut prendre le temps de l'expliquer. Et voilà, le dialecte local autour de Metz était roman. Et les tuiles sont romanes sur les toitures. Et vous voyez, le Rhône, la Saône, la Moselle, ça va jusqu'à Trèves, qui était la capitale de l'Empire romain.
Trèves. Et donc, pendant quelques années. Donc, on est dans une ville, un territoire intermédiaire qui a été, pendant un certain temps, parmi les 20 plus grandes villes d'Europe. C'était au XIIIe, XIVe siècle. Et maintenant, qui est dans les 200. Mais qui est en train de remonter la pente largement, de trouver sa place. Et puisque je dois vous parler, et ne pas être trop long, je vais vous dire qu'un des éléments majeurs de la place que la ville de Metz doit occuper, c'est la culture. Et elle le fait avec une grande constance, puisque même son agence de développement économique et touristique, qui s'appelle Inspire Metz, est basée sur art and tech. On ne peut pas faire des technologies, ce qui est notre spécialité ici à Metz, en Moselle, sans s'inspirer de l'art. Et en réalité, les deux sont complètement liés et ont toujours été liés. Regardez d'ailleurs cette leçon, c'est une machine qu'on est en train de démontrer. Et donc derrière, il y a des ingénieurs qui ont fait la machine et qui ont vérifié qu'elle tenait, qu'elle permettait de lever les pierres. C'est une démonstration technique qui est en train de se faire. Et l'architecture, ce n'est pas que de l'art, c'est aussi de la technique. Et en réalité, cette ville est centrée sur cette aspiration. Elle a eu un choc culturel très fort, la ville de Metz, avec le centre Pompidou, arrivée du centre Pompidou, 2010. Et nous étions en conseil d'administration hier. C'est une affaire qui se porte très bien. On aura 340 000 visiteurs cette année, c'est-à-dire le musée de province le plus visité. Le musée de province le plus visité. Et l'admiration de M. Lasvigne, le patron du centre Pompidou Paris, qui nous dit « J'admire beaucoup, vous faites des expositions ici très pointues qui ont moitié moins de visiteurs qu'à Paris, mais à Paris, il y a 12 millions d'habitants autour, et vous en avez quelque chose comme 600, 800 000. » Et donc, oui, la ville de Metz a une grande aspiration culturelle. Nous avons créé une cité musicale qui est magnifique. Je salue son président ici, Hassen Lekadir, qui est par ailleurs mon adjoint à la culture. Nous avons des manifestations d'été qui maintenant attirent le grand public et qui sont rassemblées sous la rubrique Constellation, et c'est aussi Arentech. C'est aussi des nouvelles technologies qui sont utilisées dans les démonstrations tout à fait remarquables qu'on peut faire, y compris d'ailleurs sur le portail, non pas de Blondel, mais sur le portail de Torneuve, puisque c'est là que ça se passe. Et puis, nous avons posé une candidature à l'UNESCO sur la rubrique Metz, ville royale et impériale. Effectivement, deux espaces-temps qui se répondent, avec à chaque fois une volonté politique de marquer la ville. À la période de Blondel, sous Louis XV d'abord, avec la vraie volonté, c'était celle du maréchal de Belle-Île, et la réalisation, c'était après sa mort par Blondel. Et cette volonté française de marquer définitivement la ville de Metz du sceau de la France. Et puis, le Metz impérial, où Guillaume II avait décidé de tourner Metz, non pas comme le faisaient les rois de France, vers l'Est, en étant la base de toutes les conquêtes vers le Rhin, et lui, en faisant l'inverse, en regardant vers l'Ouest, en menaçant Verdun, là où s'est passée la guerre. Metz aurait pu être le lieu de la guerre, puisque c'était la place forte allemande. Et donc, c'est cette réponse royale et impériale, nous pensons que c'est très original, et nous avons présenté cette dialectique architecturale et historique comme une candidature à l'UNESCO. Alors tout ça pour vous dire que l'architecture, c'est de la politique, mais pas toujours, parce que les modes, elles passent aussi au-dessus des frontières. Et je vous entendais, madame, tout à l'heure parler du débat sur le portail de Blondel. Vous allez avoir ici un colloque très intéressant. Mais quand vous regardez bien ce qui s'est passé à Metz, c'était un débat qui a commencé bien avant les Allemands, qui a commencé sous Monseigneur Dupont-des-Loges, qui était le jeune évêque brillant de Metz à l'époque. Et finalement, il y a des gens, notamment Auguste Prost, qui était le président de l'Académie de Metz, qui disait que c'était peut-être pas évident de démonter ce portail, parce qu'il était bien joli, il correspondait à un style du siècle d'avant, c'était peut-être plus à la mode, parce que, vous savez, Mérimée, Victor Hugo, tout le monde avait dit, le gothique, finalement, c'est beau, il faut arrêter de le démolir. C'était la période révolutionnaire et de l'Empire, et donc, peut-être on devrait arrêter ça. Et voilà, on se dit, après ça, est-ce qu'on refait du gothique, du plus beau que le vrai gothique, du vrai gothique pensé au XIXe siècle et pas comme il le pensait au XIIIe, comme on a fait ici à Paris avec Viollet-le-Duc et compagnie. Et bien, c'était la même chose à Metz. Et le débat a fait rage, jusqu'à ce qu'on finisse par démolir le portail.
sous l'annexion, mais on avait commencé à démolir le pourtour de la place d'Armes avant l'annexion. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mouvement général européen qui se posait des questions. Et maintenant, bien sûr, on garderait tout. Hein. On aurait une cathédrale différente, très différente. Et je n'ose pas dire de quel côté est ma préférence, parce que c'est un vrai débat qui sera tranché au colloque que vous allez organiser. Donc tout ça pour vous dire que Metz est une ville qui est en pleine expansion culturelle, et qui a retrouvé ses marques après les terribles périodes. On a perdu 100 000 emplois dans la sidérurgie et les industries minières dans les 50 dernières années. On a perdu aussi 5 000 militaires. Vous voyez le genre de gentillesse qui peuvent arriver à une ville, mais qui remonte bien la pente et qui est fière d'occuper sa place dans le domaine de la culture. Aujourd'hui, nous en avons la preuve. J'en suis ici le modeste témoin. Je m'excuse par avance de devoir vous quitter, mais le devoir m'appelle à l'extérieur. Et je vous souhaite un bon colloque. Et je vous souhaite de nous apporter, à nous, ces briques qui font la richesse d'une ville quand elle travaille, quand elle cultive son patrimoine. Je vois ici des écrivains qui écrivent, ou des écrivaines, je ne sais pas si on dit ça maintenant, je vois Madame Pignon-Feller, qui écrivent sur la ville et qui publient des choses extrêmement intéressantes. Et on n'a jamais fini de travailler sur une ville, n'est-ce pas Aurélien? Il y en a encore à écrire. Et je vous souhaite à tous bon courage pour enrichir la connaissance que nous avons de nous-mêmes et pour faire finalement partir la ville vers l'avenir, parce que pour bien partir vers l'avenir, il faut avoir des racines, il faut savoir d'où on vient. Je vous remercie.